Dernière communication, Bertrand Trilling de Grenoble, développons un trocar innovant pour une vision globale en chirurgie laparoscopique. Bonjour, donc je m'appelle Bertrand Trilling, je suis chef de clinique à Grenoble. J'ai l'honneur d'être ici pour vous présenter mon travail de thèse de sciences que je poursuis depuis bientôt 3 ans. La célioscopie a été une révolution dans la chirurgie en règle générale et spécialement en chirurgie digestive où on est passé du chirurgien qui ouvrait en grand avec une vision large de la cavité abdominale et puis un toucher, une vision en 3D, des interventions beaucoup moins invasives où le chirurgien met des petits instruments à travers la paroi abdominale. Les suites sont effectivement beaucoup plus simples, mais le chirurgien est quand même limité. C'est-à-dire que de la même manière que quand on conduit, on a des zones aveugles dans nos rétroviseurs, le chirurgien ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Toute l'idée de notre projet de vision globale était d'amener des caméras à l'intérieur de la cavité abdominale. Le concept que nous avons développé était de mettre des petites caméras sur le trocar optique, sur le bord latéral des trocars optiques, pour que l'endoscope puisse passer dans le trocar, avoir une vision de près au niveau de l'organe à opérer, et qu'il puisse garder une vision latérale et une vision panoramique de toute la cavité abdominale pendant la chirurgie. Pendant la phase de concept, on avait défini un cahier des charges. Il fallait que notre dispositif soit d'utilisation simple, qui ne retarde pas la chirurgie, le chirurgien, qu'il n'y ait pas de surcharge matérielle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir amené beaucoup de matériel au bloc opératoire, qui soit sécuritaire, donc trouver un moyen de déploiement de caméra qui soit sécuritaire, une électronique qui soit compatible, un prix modéré et un matériel qui puisse être stérilisable. Nous avions aussi défini des objectifs cliniques, c'est-à-dire que est-ce que notre dispositif médical allait pouvoir permettre un geste chirurgical plus rapide, est-ce qu'il allait pouvoir permettre de visualiser des structures anatomiques à risque, typiquement en chirurgie digestive, la voie biliaire, garder pendant une cholecystectomie la voie biliaire en vision pendant toute la chirurgie, arriver à détecter des événements indésirables, l'aide qui va rentrer dans l'intestin grêle pendant qu'il rentre lapin sur un trocar qui est normalement aveugle, ou un saignement qui serait survenu pendant la chirurgie. Et est-ce que ça allait pouvoir aider à la courbe d'apprentissage de la laparoscopie? Voici un des trocars primitifs que l'on avait développé, parce que je ne peux pas vous montrer le nouveau trocar, le prototype qu'on va utiliser, parce qu'on est en train de poser un brevet. Donc on utilise des caméras cellulaires, de téléphone cellulaire, et un dispositif de déploiement. On arrive à les faire déployer avec des angles qu'on a définis sur chaque côté du trocar, et on arrive à le mettre sur le point le plus haut de l'optique pour avoir l'angle le plus large de toute la scène chirurgicale. Première phase de conception a été aussi c'était l'interface homme-machine, c'est-à-dire qu'il fallait montrer aux chirurgiens l'information de notre petite caméra. Soit on proposait 2 écrans distincts, ce qui était la solution la plus simple. Nous, ce qu'on voulait, c'était proposer une vue panoramique. On s'est dit, on montre un panoramique au chirurgien, et comme ça, il a toute la scène chirurgicale comme une belle vue de montagne. L'autre idée qu'on avait, c'est en fait ce qu'on voulait, c'était de se dire on va intégrer notre vue laparoscopique à l'intérieur de la vue panoramique. On a eu quelques problèmes avec ça parce qu'en fait, il faut un très très grand écran. Parce que ce qui se passe, c'est que la vue endoscopique finalement est très zoomée. Donc quand on zoomait beaucoup, le petit carré bleu que vous voyez ici devenait tout petit, fondu dans une grande masse d'informations. Et puis un autre problématique qu'on avait, c'est que dès que finalement le chirurgien commençait à insérer des instruments, ces instruments étaient vus avec des angles différents par les 2 caméras. Et donc pendant la première année de ma thèse, on a développé un algorithme de traitement qui arrivait à effacer un des instruments, mais en fait ça devenait très compliqué à combiner tous les algorithmes avec le temps de calcul. Donc c'est pour ça que je posais tout à l'heure des problèmes de temps de calcul. Donc ce qu'on a choisi comme interface homme-machine, c'est celle-ci. L'image centrale qui est l'image du laparoscope,
les deux images latérales pour les deux images des trocars, les écrans qui sont à la bonne hauteur. On a mis un eye tracker sur les séries ultérieures. Au fur et à mesure, on a mis un eye tracker. Et puis on a aussi fait un banc d'essai qu'on a essayé d'améliorer pour avoir en fait la profondeur, la vraie profondeur d'une cavité abdominale, parce que sur les body trainers qu'on utilise, qui sont dans le commerce, il n'y a pas du tout de profondeur. L'évaluation préliminaire, elle consistait à valider nos objectifs cliniques. Donc on a fait jusqu'à maintenant 3 séries qui sont en cours ou terminées. La première série, c'était une série où on avait 21 internes et chefs de clinique qui étaient tous des chirurgiens, tous en chirurgie laparoscopique, et on les a fait passer sur 4 exercices qu'on a nous-mêmes designés. Et ils passaient successivement soit avec le dispositif médical, soit sans dispositif médical. Donc on les évaluait sur la charge de travail, sur l'ergonomie, donc on avait des questionnaires standardisés, et sur la qualité de la performance chirurgicale, donc le score GOLS, je pense que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, et puis sur d'autres paramètres. Cet exercice, je l'ai montré parce qu'il est un peu surprenant. Vous voyez, il vient d'avoir une lumière qui vient de s'allumer sur l'image de gauche. Là, le chirurgien qui est en train de faire l'exercice ne voit pas les deux images latérales. Donc il n'a pas encore vu que la lumière s'est allumée, cette lumière c'était un saignement. Puis là, il vient de se rendre compte parce que c'est apparu sur l'image du milieu. Mais vous l'aviez vu depuis longtemps que ce saignement est apparu. Et donc après, il a réussi à aller éteindre ce saignement. Donc on avait fait un exercice où le chirurgien avait une tâche, où sa concentration allait, et il y a un saignement qui a apparu, un événement de l'état. Sur cette série d'exercices, qui était la première qu'on a fini à peu près 1 an, le temps de réalisation, la qualité de performance, la charge de travail, l'ergonomie, il n'y a eu aucune différence. Mais la seule chose qu'on a vue, c'est qu'il y avait moins de mouvement de caméra. C'est-à-dire que l'assistant bougeait moins la caméra avec le dispositif. Les limites de notre première série, c'est qu'il y avait énormément d'hétérogénéité. Il y avait des chefs de clinique qui étaient en fin de clinica et des novices de premier semestre qui n'avaient jamais fait de chirurgie. Le banc d'essai n'était pas forcément adapté sur certains exercices, et puis le temps de familiarisation du dispositif était assez court. C'est-à-dire que les chirurgiens qui étaient très expérimentés ne regardaient quasiment pas le dispositif, les visions latérales, parce qu'ils étaient tellement habitués à la laparoscopie que... On a donc décidé de faire une seconde série qu'on vient de terminer, avec 20 externes, à qui on a assigné soit la vision énergie, soit la laparoscopie normale. Et on leur a fait 5 séances d'exercice, 1 semaine d'écart, et on leur a fait faire des exercices très simples de chirurgie laparoscopique. Et là, on a montré qu'il y avait des temps de réalisation qui étaient beaucoup plus courts avec ceux qui avaient la vision globale. Donc, ça les a aidés à apprendre plus vite et aller plus vite pour faire la réalisation. L'autre chose, c'est qu'on a regardé où est-ce qu'ils regardaient les externes qui faisaient ces exercices. Et ce qui était assez surprenant, c'est qu'en fait, ils regardaient du côté de leur main dominante. Donc, ça se donne un peu des pistes pour essayer d'adapter notre interface homme-machine. La troisième série d'expérimentation qu'on devrait commencer incessamment, et elle dédiée aux chirurgiens experts. Et on voudrait recruter beaucoup de chirurgiens experts. On va leur faire des tâches difficiles et précises avec des obstacles multiples. Ici, ça c'est, on essaie de faire une cavité abdominale. Donc vous voyez, au fond, il y a ce qu'on voudrait être un foie, l'estomac, la rate, et tout est enrobé de papier d'aluminium. En fait, c'est parce qu'on a tout électrifié. Donc on va leur faire, un des exercices, c'est de faire rentrer une aiguille, donc, qui est toute conductrice, et leur faire des sutures à des endroits difficiles. Et on veut voir si, avec la vision latérale, ils vont être capables d'échapper aux ligaments ronds qu'on voit pendre. Donc on a encore un peu de difficulté à bien le mettre dans l'axe qu'on veut, mais c'est le ligament rond, on veut éviter qu'il rentre dedans quand il rentre dans les instruments, et voir s'ils vont être capables d'éviter de rentrer dans des organes à risque. Ça, c'est ce qui devrait bientôt commencer. Pour l'instant, pour ce qui est du calendrier du projet, on commence les premiers tests sur pièces anatomiques le 18 décembre. On a eu le prototype définitif dans l'été. Et donc on va tester, on va vérifier la sécurité, savoir si on peut l'introduire de manière correcte, sans avoir de risque de casse. On a donc le brevet en cours dont je vous ai parlé. On va avoir des séries de pièces anatomiques et de cochons qu'on devrait débuter au printemps. Et ça, c'est l'idée, c'est de faire passer des chirurgiens
leur faire des vraies interventions. Donc probablement on va leur faire des sutures sur le greffe, parce qu'on a besoin d'utiliser la même pièce pour plusieurs chirurgiens. Et l'idée, ça serait d'amener au premier patient début 2019, donc l'année prochaine, ça va être toute l'histoire des CPP, de la NSM, tout ça, de faire ça. Et donc il y aura un Master 2 de sciences chirurgicales qui travaille avec nous pour le test, la dernière série dont vous parliez, et puis là sur donc les résultats sont encourageants pour la courbe d'apprentissage de la laparoscopie. Pour l'aide à l'assistant, on dit que s'il mobilise moins sa caméra, peut-être ça peut l'aider. On a lancé des collaborations nationales parce qu'on va probablement avoir besoin de centres nationaux pour l'application d'un robot chirurgical. Parce que c'est une des vraies pistes qu'on a, c'est d'amener ça sur le robot diagnostic. On a à Grenoble, mais qu'on n'a pas dans un setting de recherche. Et on a fait aussi des collaborations internationales parce qu'on a pu discuter avec des centres, notamment à Montréal, qui ont pas mal d'expérience dans tout ce qui est bande d'essai sec. Et voilà, les deux autres pistes, c'est de modifier un peu l'interface homme-machine, puis aussi de faire de petites modifications du dispositif, notamment sur les angles de caméra, des choses comme ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie beaucoup de travailler sur ce sujet parce que l'oscilloscopie accomplit tout le monde, mais elle reste une activité à risque avec des complications spécifiques de l'oscilloscopie. Il y a d'abord les accidents de trocars, le premier trocar, et depuis le début de la cystoscopie, eh bien, les accidents ne diminuent pas, ce sont des accidents dramatiques pour des gens qui sont parfois opérés de pathologies très bénignes. Alors maintenant il existe des recommandations, mais c'est une manœuvre quotidienne, pluriquotidienne, qui demande une vigilance très importante et qui peut aboutir à des accidents très graves. Et là, il y a des progrès à faire. Et puis vous avez parlé des gestes aveugles, dont on ne parle pas en général, parce qu'on a l'instrument effectivement hors du champ opératoire, on voit bien que ça bute. On se dit, bon, ça n'a pas buté beaucoup, donc je n'ai pas dû faire beaucoup de mal. Et puis, eh bien, il y a parfois, il peut survenir des complications sérieuses. Une étude qui va sortir sur les occlusions du greffe, eh bien, il y a plus de complications post-opératoires après cystoscopie qu'après laparotomie. Et la mortalité est plus importante dans le groupe laparotomie, mais on voit bien que nous avons des progrès à faire. Et la cystoscopie, en fait, n'est pas fixée. Il y a eu Palmer qui a mis son cystoscope, il y a eu Mouret qui nous a montré la triangulation, c'est là que ça nous a permis de pouvoir travailler. Mais nous avons encore des progrès à faire et je vous remercie beaucoup de travailler sur ce sujet parce que ça nous fait avancer. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Des questions ou des commentaires, mais des suggestions. Moi aussi, je voulais vous remercier pour ce travail qui est très très intéressant et qui peut servir à d'autres disciplines dans la mesure où en neurochirurgie, nous avons un certain nombre de problèmes pour l'application de ces chirurgies cystoscopiques que vous l'imaginez, ou sous endoscopie pour nous. Tout d'abord, votre étude, c'est une très belle étude parce qu'elle permet justement l'idée d'avoir une vision globale à un moment donné est importante, je pense. Et l'idée est peut-être d'avoir un switch, si c'est possible, de l'un à l'autre en fonction du temps opératoire. Ouais, effectivement, maintenant, je pense que comme va être l'interface homme-machine, ça va être deux écrans, enfin un écran avec les deux images latérales, parce que c'est quand même c'est contraignant pour le chirurgien expérimenté. Donc il y aura la laparoscopie et probablement ça serait une histoire de pédale. On appuiera. Et qui permettrait d'éviter certains accidents, si j'ai bien compris, où on est en dehors du champ de vision. Et là, la vision globale permettrait justement, quand il y a un obstacle, je ne sais pas, c'est pas de chirurgie, mais en tout cas pour nous, je pense que c'est important dans la mesure où on doit avoir un contrôle permanent d'un certain nombre de structures, pas uniquement au niveau du foyer opératoire, mais aussi dans le champ opératoire, parce qu'il est évident que pour nous, le champ opératoire va faire intervenir une voie microchirurgicale d'abord pour nous emmener sur le champ opératoire si on fait l'endoscopie cérébrale. Et l'autre suggestion, c'est qui est intéressant chez vous aussi, c'est l'aspect un peu neuropsychologique de notre étude, sur l'aspect justement de ce que l'on regarde en tant que chirurgien, éventuellement où l'on focalise, et ça je pense que c'est aussi un élément de formation si vous arrivez à approfondir les mécanismes, je veux dire, d'approche et d'initialisation
des mouvements et de l'acquisition aussi des connaissances. Alors on a l'eye tracker maintenant, je pense qu'on va faire ça. Est-ce qu'on peut pas imaginer, comme là vous parlez de 2 écrans, un écran pour l'opérateur et l'écran qui est plus dédié à l'aide, parce que c'est là, enfin, cette zone, ce no man's land qu'on ne voit pas, c'est où surviennent les accidents, c'est entre la paroi et le champ opératoire. Donc la pédale, il faudrait la donner à l'aide pour que quand il introduit les ciseaux, quand il introduit quelque chose, il puisse vérifier ce qui se passe sans interférer sur le champ opératoire et ce qu'observe l'opérateur lui-même. Ouais, en fait, c'est probablement c'est vrai, mais en fait, on sait pas trop encore cette histoire de pédale, on sait pas trop parce qu'on sait pas si juste de les mettre sur le haut, ça va tellement gêner. Mais c'était une des réflexions qu'on s'était faites, parce que je pense que les informations peuvent servir aux deux. C'est-à-dire que oui, ça peut servir à l'assistant, mais aussi ça peut servir à l'opérateur, parce que peut-être déjà qu'il veut checker ce que fait son assistant. Et en plus, bon, maintenant il y a des caméras 3D, mais ça donne quand même un aspect de 3D qu'on n'a pas en stéréoscope. Et encore plus en robotique, parce que comme on est à distance du patient, quand on est à côté quand on est côte à côte et qu'on voit la pince qui rentre de trappe et qui va embrocher quelque chose, on arrive à attraper la main et puis corriger l'action. Alors que quand on est à la console, on ne voit pas du tout ce qui se passe. Donc là, c'est encore plus important d'avoir cette vision, ce zoom arrière. Très très intéressant, merci beaucoup. En fait, c'était exactement la question que j'allais poser par rapport à l'aide, vous y avez déjà répondu. Mais lorsque vous parliez, vous, de mettre en place une pédale pour switcher d'un moniteur à l'autre, c'était ça que non, vous si c'est une charge visuelle trop forte, de pouvoir l'éteindre. Parce que les retours qu'on nous a fait, c'est que ça fait trop de charge visuelle. Ah, mais on peint pas. Le but là est de justement avoir ce retour permanent pour s'assurer que c'est pour arriver quand on faisait notre brainstorming, c'était une des solutions qu'on s'était données au cas où on ait un refus des chirurgiens à cause de ça. Parce qu'il n'y a pas tous les chirurgiens qui sont... il y a des fois des chirurgiens qui bloquent pour les dispositifs médicaux stationnaires. Vous connaissez les technologies, il faut trouver des... Sur l'expérience utilisateur, c'est assez difficile à pouvoir définir a priori comme ça. Et je reviens sur ce que disait M. Cornu, la possibilité d'avoir en même temps les études neuropsy, comme ça, c'est là-dessus que vous allez arriver à avoir votre réponse entre qu'est-ce que le chirurgien utilisateur va être prêt à accepter et ce qui a vraiment une plus-value psychologique pendant l'acte en lui-même. Ouais. Il y a une dernière question. On attend le résultat des études montrant que c'est largement supérieur aux autres cas. Juste une suggestion pour le trocard, parce que je ne savais pas qu'il y avait encore autant d'accidents percutanés, puisqu'on a le même problème nous, dans les valves de l'urination. On avait un trocard pour introduire dans l'abdomen, que je n'utilise plus maintenant, parce qu'il y a eu... on a même eu des RMM où finalement c'était la conclusion. On fait simplement une petite boutonnière à ciel ouvert. Mais une des questions qui se pose, pourquoi on ne peut pas utiliser des petits endoscopes où vous incisez la peau et vous traversez avec l'endoscope qui vous donne une visualisation de ce que vous faites et vous permet justement d'éviter la petite incision que moi je fais en tant que neurochirurgien en situation abdominale et qui de ce fait vous donne des éléments de sécurité avant, parce qu'il y a un geste en force dans la ponction. Et je pense que c'est ça qui doit être dangereux. Parce que c'est comme ça que nous avons eu les accidents, nous. C'est qu'à un moment donné, chez certains patients, vous êtes obligé de forcer quelque chose. Et c'est la même chose pour nous dans le cerveau quand on fait, au lieu de faire une ouverture où vous voyez la dure mère et le cortex, quand vous faites des twist drills, si vous voulez, et vous faites ça, quand vous faites des gestes en force, c'est là où on a les risques d'accident. Mais la problématique, en fait, c'est pas tant dans l'insertion du trocard, c'est plutôt dans l'insertion des instruments. Mais pour répondre à votre question, on avait aussi réfléchi à mettre des caméras n'importe où dans la caméra. Voilà, c'est ça. Et ça peut se faire. Ça peut se faire avec des... Et donc justement, par un petit orifice, de voir ce que l'on fait, en fait, et non pas avoir un geste à aveugle où on perfore, en gros. Et disons qu'il y a également des accidents en open cellio, c'est-à-dire quand on a ouvert un minima, oui. et il y a des accidents.
Donc ça ne règle pas tout. Oui, non, mais je veux dire, c'est vrai que le percutané a un risque toujours, et nous, on est très sensibilisés par ça, parce qu'évidemment, le risque chez nous, ça peut prendre des proportions très graves avec un hématome, et je pense que la recherche d'un outil permettant de visualiser ce que l'on fait par des orifices très petits serait d'un grand intérêt, probablement, d'après ce que vous dites dans votre... C'est-à-dire que ce sont des gestes anodins qui peuvent aboutir à des complications dramatiques et dramatiques pour une carrière chirurgicale. C'est-à-dire que ceux qui ont eu ce genre d'accident, ils en parlent. Ça, non, je suis d'accord.